Pensif. Pourquoi ce titre? Puissance du pensif. Parce qu'il m'a semblé que pensif est un terme intéressant en français. Pensif. On a tous été pensifs. Mais qu'est-ce que c'est que ce mode de pensée qui n'est pas d'être penseur, penseur actif, mais la pensivité? Comme quand on dit je suis pensif. Alors je suis parti, puisque je voulais interroger le mode de pensée de la littérature, je suis parti de la dernière phrase de Albertine Sarrazin de Balzac, qui est Et la marquise resta pensive. Le texte de Balzac finit là-dessus. Et je me suis dit, au fond, est-ce que tout texte, notamment romanesque, hein, ne finit pas sur Et il resta pensif? Donc, quel est ce mode singulier de pensée que nous évoquons par ce terme de la langue courante, mais qu'on pourrait porter au concept, qui est le pensif? Non pas penseur, mais pensif. Et est-ce qu'il ne serait pas utile de penser le mode de pensée propre à la littérature, non plus à l'ombre de la philosophie, mais comme pensée propre, comme vocation de pensée que la littérature ne cesse de déployer. C'est ce que le terme de pensif, m'a-t-il semblé, pouvait prendre en charge. En pensif me paraît intéressant comme mot parce que c'est un mot paradoxal. À la fois, il signifie une concentration, enfoncée dans sa pensée, et en même temps qu'on laisse aller la pensée. Donc ce rapport entre laisser aller et concentration. Ce paradoxe, puisqu'à la fois il y a une sorte de dégagement et puis de recueillement. À la fois la pensée est préoccupée, plongée dans ses pensées, pensif, et en même temps la pensée est vague, au gré. Et donc la pensée pensive, à la fois nous mobilise en profondeur, peut-être plus que la pensée, en même temps qu'il n'y a plus là d'orientation donnée à la pensée, dirigeant la pensée. Donc c'est ce rapport entre laisser aller et pensée tenace qui m'a paru intéressant à réfléchir pour voir comment il pouvait exprimer ce qui serait la vocation de la littérature à penser selon un mode de pensée qui n'est pas le penser de la philosophie. Bon, alors, parce que j'ai eu le sentiment, si vous voulez, que quand on dit la littérature pense, titre bien connu, on a néanmoins tendance à considérer cette pensée de la littérature, je dis, à l'ombre de la philosophie, n'est-ce pas? Comme de l'ordre de l'illustration, ou disons de la variation, par rapport à une pensée qui s'imposerait comme telle dans sa nature, qui est le penser tel qu'on l'entend en philosophie. En plus, je m'intéresse beaucoup au mot européen. Alors, pensif, c'est un mot européen. Je trouve ça précieux. À une époque où l'Europe n'arrive pas à se faire, ben, si penser qu'on a des mots européens, comme paysage, comme, disons, idéal, des mots de toutes les langues européennes, me paraît intéressant, puisqu'on le dit en anglais, puisqu'on le dit en italien, en espagnol, j'aurai l'occasion la semaine prochaine, dans 15 jours, d'en parler à Barcelone. Il y a cette ressource. Et en allemand, mais en allemand, ça se dit différemment. Nachdenklich. Penser après. La chose serait très intéressante parce que là, l'allemand décolle disons, l'étymologie latine, sur laquelle l'anglais, l'italien, l'espagnol et le français sont attachés, pour penser Nachdenklich, penser après. Alors, c'est un après qui peut être temporel, mais qui peut être aussi peut-être spatial. Penser, comme on dit, après quelqu'un, c'est pas. Donc, ça veut dire qu'une pensée qui ne nous lâche pas. Quand on a fini comme la Barquise dans le texte de Balzac, elle ferme le livre, plutôt c'est nous qui fermons le livre, et ben voilà, on reste dans cet état indistinct, à la fois où la pensée se trouve accaparée et en même temps vogue au gré. Et c'est cette ressource-là que dit le mot en français et que dit autrement le mot en allemand, puisqu'en allemand, c'est penser après. On n'en finit pas de penser, n'est-ce pas? Parce que c'est ce nach, comme on dit après coup, n'est-ce pas? En allemand, c'est la même chose, n'est-ce pas? C'est donc, euh, ça ne nous lâche pas. Ça ne nous lâche pas. Et en même temps que la pensée, oui, évolue comme ça, apparemment librement.
Alors, il me semble que enfin, ce qui m'a paru intéressant, c'est de me dire, mais qu'est-ce qu'on pense sur le mode pensif? Alors, j'aurais une réponse brutale, c'est vivre, vivre. C'est pour ça que c'est la littérature. C'est pour ça que et la marquise reste pensive. Parce que vivre, ça c'est un peu le centre de mon travail durant ces dernières années, ce qui sera repris dans le bouquin en fait, c'est que vivre, c'est pas un objet possible de la pensée. Parce que vivre ne serait pas déterminé euh, suffisamment pour se constituer en objet de la pensée. Donc je crois que le seul mode de pensée du vivre, c'est le mode pensif. Et c'est celui qui, je crois, fait vocation pour la littérature. Notamment le fait que si la pensée philosophique est déterminante, c'est le but du philosophe de déterminer, n'est-ce pas? C'est la vocation du logos. Souvenez-vous de la formule d'Aristote, qui est quand même, à mon sens, matricielle à cet égard, quand il dit euh, parler, c'est dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose. C'est la métaphysique d'Aristote, au livre Gamma. Donc parler, c'est dire. Ben non, on peut parler sans dire. On peut parler, enfin, les psychanalystes le savent bien, n'est-ce pas? Donc l'idée d'Aristote, c'est que parler a forcément un objet de la parole, qui sera donc le dire. Et que ce dire, c'est dire quelque chose. Ben, je dirais, voilà, on est embarqué dans la philosophie. Et c'est ce qu'Aristote avance pour justifier ensuite le principe de non-contradiction. Donc, parler, c'est dire, là je cite Aristote, hein, legein, legeinti. Legeinti, c'est maineinti. Parler, c'est dire, c'est dire quelque chose, c'est signifier, c'est mainen, quelque chose. Voilà le grand choix de la philosophie. Mais est-ce que tout se couche sous ce choix? Il me semble que foncièrement, non. Et ce non, c'est d'abord celui de la littérature, qui ne dit pas quelque chose, mais qui essaie d'accéder à ce que vivre peut garder comme cela d'évasif. Alors, évasif, c'est ça. Il me semble que ce qui caractérise la pensée du pensif, c'est le caractère évasif. L'évasivité. Vous voyez, évasif, à la fois, ça s'évade, ça s'évase, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'ouverture qui se fait à l'encontre du dire quelque chose, penser quelque chose, dire quelque chose, signifier quelque chose d'Aristote. Et alors, je reviendrai un peu sur le contexte historique, comment est venue la naissance de la pensée et de la littérature, mais d'abord, Mallarmé, qui l'a dit de façon, on peut la faire plus claire, euh, le sens trop précis rature ta vague littérature. Bon, c'est connu de l'art poétique de Mallarmé, donc le sens trop précis, celui d'Aristote, n'est-ce pas? Le sens trop précis rature ta vague littérature. Donc littérature est vague, n'est-ce pas? Vague littérature. C'est pas seulement la poésie, hein. C'est important chez Mallarmé, c'est qu'ils ne disent pas la poésie, mais la littérature, ta vague littérature. Et alors, ce que j'essaye de faire apparaître, c'est que quelle est la difficulté que nous avons à penser le pensif? Bah, c'est que nous parlons, nous pensons dans la langue de l'être, une langue qui détermine, qui cherche à dire un ti, comme en grec, chez Aristote, n'est-ce pas? Un objet, quelque chose qui soit dit ou pensé. Et donc, il faut sans doute sortir de la langue de l'être, de notre langue, pour aborder cette pensée pensive. C'est ce que fait, de façon extraordinaire, Mallarmé. Si vous prenez son grand texte Crise de verre, eh bien, Mallarmé fait vraiment cette opération essentielle de, c'est là qu'il avance ces grands termes, suggestion, dites-vous, allusion, suggestion, allusion, voilà des modes d'énoncé qui ne sont pas dire quelque chose, mais qui sont partis par cette vague de la vague littérature qu'il invoque. Dans ce texte de Crise de vers de Mallarmé, oui, la formule c'est évocation dite, allusion je sais, suggestion. Oui, ces termes nouveaux qui arrivent comme ça, fin 19e, pour dire autrement ce qui autrement peut-être arriver à dire, réussir à dire, ce qu'on ne pouvait pas dire auparavant. Quand il dit une poignée de poussière, ou la dispersion volatile. On voit bien que c'est l'être qui se défait, n'est-ce pas, dans cette sorte de dissémination, comme aurait dit le grand Derrida à ce sujet. Bon, il me semble qu'il y a deux stratégies possibles, frontale de la philosophie, oblique de la littérature.
Puisque dans la littérature, c'est pas quand l'écrivain, le romancier ou le poète dit je pense qu'il pense. C'est pas, c'est son œuvre qui pense, c'est son roman qui pense. Donc c'est deux biais. De même, le côté démonstratif de la philosophie, ça c'est bien connu, c'est la fonction même du logos par rapport à ce que j'appellerais l'indicialité de la littérature. La littérature est indicielle, c'est pas, elle laisse passer. Et la clarté, qui est le grand choix de la philosophie, idée claire et distincte, comme dit l'autre, n'est-ce pas? Alors que ce qu'explore la littérature, et sous ce titre de littérature, justement, c'est ça qui fait qu'elle prend conscience d'elle-même, c'est l'ambiguïté. C'est la vocation de la littérature, l'ambiguïté. Donc clarté d'un côté, ambiguïté de l'autre. Euh, alors, j'insiste sur une chose, enfin, que j'indique seulement en passant, mais qui me paraît importante, c'est que la littérature n'est pas du pré-philosophique, n'est pas restée dans le seuil, enfin, ou dans l'antichambre, sur le seuil de la philosophie, ce qu'on a beaucoup dit, n'est-ce pas? C'est pas non plus une anti-philosophie, qui serait même le cœur du philosophique, comme chez Deleuze. Ni pré-philosophique, ni anti-philosophie, c'est autre chose qui a son mode de pensée propre. Et c'est pour exprimer ce mode de pensée propre que j'essaie d'élaborer ce concept de pensivité. Alors, qu'est-ce que pense la littérature? Ben, je crois une chose, qui n'est pas une chose, qui n'est pas un objet, qui n'est pas un ce qui est vivre. Je crois que c'est sa vocation et que la philosophie ne sait pas faire. Vous savez, le grand tournant au début du tête-à-tête, quand on demande à Socrate qu'est-ce que la sophia et qu'il répond épistémé. Qu'est-ce que la sagesse? C'est la connaissance. Épistémé, épistémologie. L'autre aurait dû se révolter en disant mais non, Socrate, tu idiot, c'est pas... Sophia, c'est Sophia. La Sophia est préoccupée du vivre. L'épistémé, on n'en sait plus rien. Reste qu'une direction est prise, qui est celle de la connaissance, de la quête de la vérité, bref, la grande voie de la philosophie, et que quelque part, vivre et laisser de côté. Et dans la tradition classique, enfin, plutôt notre tradition, vivre, c'est le religieux qui le prend en charge. Prenez l'évangile, je vis et vous vivrez. Et à notre époque où il y a ce retrait du religieux, on sait que vivre est tombé dans le pire endroit qui soit, à savoir le développement personnel, le marché du bonheur, enfin tout ce que vous savez, qui remplit les briques comme à Angers, hein, je me souviens de ta visite. Donc c'est une façon de dire, au fond, reprenons la question du vivre par le biais de la littérature, dans un premier temps, et dans un second temps, voyons si la philosophie ne peut pas récupérer ce vivre qu'elle a laissé tomber pour, eh bien, le penser non plus de façon pensive, mais pensant comme la philosophie a appris à le faire. Et une précision, une chose qui m'a étonné, c'est que je croyais, avant de regarder les choses un peu plus près, que littérature, finalement, c'est un terme de tout le temps et de partout. Transhistorique, transculturel. En fait, il faut se rendre compte que littérature, c'est un terme qui naît, et qui naît fin XVIIIe siècle. Avec même de Stahl. Notamment en 1800. Mais déjà en Allemagne, donc c'est une affaire européenne, là encore, ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on disait en France avant? Lettres. Les belles lettres, ou les ouvrages de l'esprit, comme dans la Bruyère, pas de littérature. Donc, j'ai dit d'Aristote, Aristote, dans la poétique, dit il y a une chose qui n'a pas de mots, anonyme, sans nom. Et c'est la composition en mots, donc la littérature. Donc, Aristote a vu dans la poétique qu'il y avait une case vide, qui n'avait pas de nom, mais il ne se préoccupe pas de la nommer. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'époque où advient le concept de littérature, concept, notion de littérature, on parle des genres. Il y a le théâtre, il y a l'épopée, il y a le dithyrambe, il y a ceci, ça. Et Aristote pense en genre, comme Boileau pensera en genre, n'est-ce pas? Donc il y a des genres, et il y a... que signifie littérature avant qu'elle devienne la littérature au sens que nous entendons aujourd'hui? Avant la littérature, c'est avoir la culture, c'est avoir beaucoup lu, n'est-ce pas? C'est le sens qui vient du XIIe siècle, le sens latin, avoir des lettres, comme on dit. C'est pas la littérature. Donc la question, c'est quelle est cette mutation qui s'est faite et qui fait que a pu naître si tardivement par rapport à la chose elle-même, parce que depuis l'épopée d'Homère, dans le cadre européen, c'est bien ce qu'on met sous le titre de littérature. Donc on a quelque chose qui est né, je dirais, quasiment avec l'humanité, oral, écrit, et puis un titre qui vient si tard, n'est-ce pas?
fin 18e siècle, début 19e, en Europe, et qui va donc introduire, je crois, une mutation essentielle. Puisqu'au fond, pourquoi pouvait-on dire ouvrage de l'esprit ou les belles lettres, comme en France, on a encore, n'est-ce pas, cette fameuse académie, les inscriptions et belles lettres, n'est-ce pas? Et puis on a l'Académie française. Je ne sais pas si elles sont très utiles, mais enfin, en tout cas, elles sont là. Et on pourrait penser qu'il y aurait, comme il y a une Académie des sciences, il y aurait une Académie de la littérature ou des beaux-arts, n'est-ce pas? Donc c'est un statut très, très particulier qui est que finalement, toute la période classique a pensé ce que nous appelons littérature, bah, à travers les genres, n'est-ce pas? Et à travers ces titres comme ça, un peu ennoblissants, Ouvrage de l'esprit, comme chez la Bruyère, ou Belles lettres. C'est important ce beau, Belles lettres, parce qu'il a fallu que la littérature se débarrasse du beau, c'est-à-dire du beau des belles lettres, n'est-ce pas? Alors, si je prends en Allemagne, les frères Schlegel, ils disent d'abord die schöne Literatur. Et enfin, ils s'en débarrassent pour dire die Literatur. Et donc, en perdant ce beau, la littérature y gagne, parce qu'elle y gagne de se libérer de cette sorte d'épithète qu'on lui accole disons, pour l'ennoblir. Parce que la littérature n'a pas besoin d'être ennoblie. Donc, il y a une mutation essentielle. Qu'est-ce qui fait que ce terme est devenu, jusqu'à s'imposer à nous comme allant de soi, mais qu'il soit né historiquement à la fin du XVIIIe, au début du XIXe, entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, bref, une affaire européenne. J'insiste sur l'affaire européenne, puisqu'en fait, le monde entier va l'emprunter ensuite. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui est essentiel, qui est que une mutation qui se fait, ce qu'on a appelé, d'un point de vue des arts, le passage de l'hétéronomie à l'autonomie. Bon, le grand Kant, évidemment, symbolise ça. Mais la même chose en littérature, de façon peut-être moins claire, qui est qu'au fond, la littérature était faite auparavant, enfin ce que nous appelons nous littérature, pour, comme il est dit en latin, n'est-ce pas, docere et movere, enseigner et émouvoir. C'est la fonction des belles lettres, n'est-ce pas? Enseigner et émouvoir, mêler l'utile à l'agréable, ou, comme dit Horace, bref, l'idée qu'il y a un ordre social, il y a un ordre, disons, du monde, et que la littérature est là pour l'illustrer, le réfléchir et l'illustrer. Les formules d'Aristote ont dominé toute la période classique, dont il dit, n'est-ce pas, la fameuse formule mimuntai, imiter, représenter, grec, kai ete, kai pate, kai praxeis, eh bien, les caractères, les émotions, les actions. Bon, c'est la poétique d'Aristote, mais s'il traverse toute la littérature classique, c'est ce que reprend Boileau, enfin bon, c'est ce que reprend tout le monde. Il me semble, alors, excusez-moi de remettre un peu ces concepts, mais c'est devenu un peu chez moi un appui philosophique. Je dirais que tant qu'il y avait un monde coïncident, pas de littérature. Tant qu'il y avait stabilité de l'être, bebaiotes, comme dit Platon, tant qu'il y avait création par Dieu, tant qu'il y avait une nature à laquelle s'accorder, pensez aux stoïciens, Boulégoumenos, Tefusei, s'accorder à la nature, quand il y avait donc un monde, un Dieu et une nature, ben oui, on illustrait, on réfléchissait, on illustrait. C'est à partir du moment où s'effondre cette, je dirais, cette coïncidence idéologique que la littérature trouve devant elle sa voie ouverte, n'est-ce pas? Et doit donc non plus réfléchir et représenter, mais explorer, mais déchiffrer. Bref, une toute autre vocation que celle que, bon, enseigner et émouvoir indiquait. Donc je pense qu'il y a vraiment un avant et un après, avec la naissance du mot littérature. Il y a un avant. Donc une littérature qui était à vocation idéologique, sociale, politique, comme ça, donnée, et l'écrivain venait comme ça illustrer un certain ordre, ou j'irais plus vraiment une certaine coïncidence idéologique. C'est ce qui seront avec la fin du XVIIIe, avec bon, la Révolution en France, mais tout ce qui va s'inventer sous le terme de romantisme. Autre terme totalement nouveau et, disons, ambigu, qui, et les deux vont aller ensemble, n'est-ce pas? Romantisme et littérature, c'est quand même les deux mots qui se cherchent en même temps.
Donc avant, il suffisait de ethos et pathos, enfin bon, les grandes catégories classiques. On peignait des caractères, dans un souci de convenance, de conformité, convenance, les fameuses règles, n'est-ce pas, qui faisaient la police de la littérature et dont l'Académie française, sous la querelle du Cid, était, disons, chargée. Donc maintenant, ce qui change, ce qui fait qu'il y a un après, c'est que c'est pas qu'on ait à représenter une vérité, c'est qu'on a à prospecter, on a à découvrir, déchiffrer, et c'est ce déchiffrement, alors la phrase fameuse de Proust, n'est-ce pas? La vraie vie et la littérature. Ah oui, la vraie vie. Ça, c'est vraiment ce qui justifie la littérature comme, disons, notion propre. J'indique cela seulement parce que, alors, une chose dont on pourra débattre plus précisément dans les journées de mars, c'est justement la subjectivité. C'est-à-dire, au fond, on passe du stade du sujet pensant au fait que c'est la subjectivité qui pense. Et je pense qu'en littérature, c'est la subjectivité qui est pensante, donc pensive. Et donc, ce terme de subjectivité me paraît essentiel en liaison avec l'avènement de la littérature, et c'est celui sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse au mois de mars, dans ce rapport donc entre modernité, subjectivité et pensivité. Donc, il y a un avant, un après. Moi, je suis surpris, ben, on a tous été formés dans la gare des Michards, ou à peu près, enfin bon. Eh bien, il y avait littérature du 16e, 17e, 18e, 19e, tout ça, tout sous le titre de littérature. Ben non, non, non. Avant, il y a les belles lettres et après, il y a la littérature. J'ai été aussi surpris, je dis de mon petit bouquin, parce que je me suis dit, au fond, quand j'étais ben, collégien, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je passe d'une classe d'histoire, enfin, cours d'histoire, cours de mathématiques, cours de... voilà, tout ça, et puis classe de français. On me demande de me transformer. Puisque fond, quand j'étudie l'allemand ou l'histoire ou les mathématiques ou encore autre chose, des sciences naturelles, enfin je sais pas, tout ça, je suis pensant. Et en fait, en classe de français, on me demande tout autre chose, d'être pensif. Si on me donne à lire un poème de Baudelaire ou une page de Stendhal, quelle est donc cette transformation en moi qu'on me demande et qu'on ne me dit pas quand j'entre en classe dite de français? Donc voilà, c'est peut-être une expérience de collégien que j'ai essayé d'explorer comme ça après coup, Nardenglish, comme dit l'autre, n'est-ce pas, ou la langue allemande. Penser après coup, qu'est-ce que c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on attendait de moi autre chose? Non plus que je sois pensant, donc avec un objet déterminé, historique ou je ne sais quoi, mais au fond, alors qu'on me dise pas sensibilité, c'est pas suffisant. Qu'on me dise pas affectivité, c'est pas ça non plus. Il a de la sensibilité, ce garçon. Oui, j'en sais pas si j'ai de la sensibilité, mais c'est autre chose qui intervient comme sujet. Sujet de subjectivité et non plus seulement sujet. Alors, subjectivité, c'est un terme qui n'est pas essentiel. Pourquoi? Parce qu'on dit subjectif-objectif. Oui, mais l'objectivité, c'est le substantif de objectif. Subjectivité n'est pas le substantif de subjectif. C'est là l'écart. Alors, quand je dis il y a un avant, un après, alors que les spinoziens de la salle ne me tuent pas tout de suite, mais je dirais Spinoza est de l'avant. Parce que Spinoza, chez Spinoza, le sujet, c'est in eodem subjecto, le sujet, c'est le sujet pensant. Et il n'y a pas chez Spinoza, ça voit bien qu'il est d'avant le romantisme, et notamment quand il dit des choses que je trouve totalement fausses, quand il nous dit joie ou tristesse. L'un est positif, l'autre négatif, joie et tristesse. Mais je pense que la tristesse, ce n'est pas du tout le contraire de la joie. Il y a un infini de la tristesse, il y a quelque chose nous rend pensif dans la tristesse, qui n'est pas le cas de la joie. La joie ne rend pas pensif. La tristesse, oui. La tristesse de quitter, la tristesse de la mort, oui, ça rend pensif, n'est-ce pas? Je pense qu'il n'y a pas de chose, d'expression, enfin, de formule qui nous rend plus pensifs que Jésus au Golgotha, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je suis reconnaissant à l'Église d'une chose, c'est d'avoir gardé cette phrase, parce qu'elle est quand même scandaleuse que euh, Jésus mourant, son dernier mot soit mon Dieu, en plus, pas en grec, hein, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Poum, rideau. Ah, je trouve ça saisissant. Saisissant parce que, eh ben oui, c'est la tristesse de Jésus à Gethsémani. Enfin, donc, je ne crois pas du tout que la tristesse soit l'autre de la joie.
Alors, Spinoza pensait la joie, je crois qu'il est passé à côté de la tristesse, plutôt avant. Avant, puis la tristesse, évidemment, c'est le romantisme qui va l'évoquer. Bon, je vais aller très vite, mais voilà, de sujet à subjectivité, et on retrouve la question du vague. Alors oui, je pense qu'on dit tous que Hegel a eu tort de dire que le romantisme, c'est la période chrétienne, c'est la chrétienté. Non, je pense que ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est au fond, euh, le christianisme a favorisé l'éclosion de la subjectivité et je dirais aussi, allant de pair, de la pensivité. Bon, je suis un peu dans mon bouquin, c'est des expressions. Chez Balzac, par exemple, quand on dit la mère d'Eugénie Grandet, si vous avez en tête le roman Eugénie Grandet, si vous voyez ces romans, on dit, bon, c'est une histoire d'amour. Mais c'est pas l'amour qui compte là. C'est que se découvre un infini de l'âme. La mère Grandet, on dit, elle était, Balzac dit, elle était toute âme. Qu'est-ce que c'est qu'être toute âme? N'est-ce pas? Si ce n'est pas justement qu'il y a. Alors, on a encore le mot âme parce que c'est le mot, ou d'âme à âme, n'est-ce pas? C'est le mot, l'expression facile à l'époque. Mais au fond, est-ce que c'est pas cette pensée de la subjectivité qui essaie de se réfléchir et de se déployer à travers ce genre de formulation? Bon, en tout cas, première naissance de la littérature, je dirais les spontanés, Homère, comme dit Hugo, le monde naît, Homère chante. Bon, voilà, en, en direct. Seconde naissance, c'est fin 18e, début 19e, pas vraiment Madame de Staël, parce que ce qu'elle dit, c'est pas vraiment la littérature, hein. Elle dit plutôt bon, les rapports de ce qu'appelle nous littérature, la société qui l'intéresse, mais chez les frères Schlegel, notamment l'Athénéum, donc à Iéna, dans les années 1806-1807, où la littérature émerge, se débarrasse du beau, la belle, schöne littérature pour la littérature. Il faut voir dire à quel point, à cette époque, dans le milieu de l'Athénéum, on hésite entre les mots. On dit encore la poésie, on dit le roman comme équivalent, n'est-ce pas? On dit le genre. Donc finalement, on cherche à dire cette chose qui advient et pour laquelle la case est encore vide, anonyme comme dit Aristote, qui est la littérature. Bon, alors ensuite, alors, je vais très vite pour vous voyez un peu le. euh, mais le livre est petit, hein. Publié chez Actes Sud parce que je me suis dit, voilà, un éditeur de littérature, ben, on peut lui fournir de la marchandise, n'est-ce pas? J'aime bien la couverture d'ailleurs. Mais puisqu'il y a quelque chose qui descend comme ça en flot, n'est-ce pas, successif, ça s'élargit, il y a une lune au-dessus. La lune est bien romantique. Mais disons, c'est de se dire, ben oui, il faut aller chez les littéraires. Allons chez Actes Sud, puisqu'au fond, ils vendent, et je prends la bonne édition de littérature, ben on va les remettre dans les mains de la pensivité. Donc, d'abord, voyez, je voudrais dire une chose, c'est que, je reprends Deleuze là. Deleuze, dans son Qu'est-ce que la philosophie, vous savez, met en parallèle philosophie, science, littérature, enfin plutôt beaux-arts, non, esthétique, les arts. Et comme si littérature était à penser comme un art, comme les autres arts. Bon, pour Deleuze, c'est la peinture, hein, qui est quand même l'art prédominant. Mais est-ce qu'on peut dire ainsi qu'il y aurait trois modes de pensée parallèles, celui de la philosophie, le concept, celui des sciences, concepts, et puis celui de la littérature qui serait percept. Ouais, Deleuze a arrangé ses troupes, n'est-ce pas, les trois comme ça, symétriquement, analogiquement, donc concept de la philosophie, percept de l'art et concept de la science. J'ai eu du malaise avec. J'ai, oui, une hésitation à cet égard. Parce que d'abord, ça ferait penser que la littérature est de tout temps, comme notion. Or, non, non. Le concept, depuis les Grecs, on sait ce que c'est. Et la philosophie. Vous voyez, avec la philosophie, la différence, c'est que philosophie, c'est un terme qui est né avant même la philosophie. Puisque philosophie, philosophe, c'est un terme grec qu'on trouve chez Hérodote notamment. Quand on interroge, je crois que c'est. On interroge, c'est Solon. euh, oui, pour l'interroger sur Crésus. Crésus comme l'homme le plus heureux parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et on dit à Solon, toi qui as voyagé, dans de théorie en grec, toi, philosophe. N'est-ce pas? Donc, philosophe, c'est celui qui va voir ailleurs. Pour moi, le premier philosophe, c'est Ulysse.
Ulysse qui va de là à ailleurs, n'est-ce pas, qui s'interroge, qui dit, tiens, c'est pas pareil. Ça questionne, comme on dit. Donc, le terme, avant même la philosophie, le terme philosophos existait. Alors que pour la littérature, non, n'est-ce pas? Il a fallu tout cet enfantement si long en différer. Je voudrais quand même remarquer une chose, qui est le troisième naissance de la littérature, c'est sa mondialisation. J'ai regardé le cas du chinois, qui m'est plus familier. Ben, le monde a emprunté à l'Europe le concept de littérature. En Chine, Wen Xue, Wen c'est texte, Xue c'est application, il n'y a pas de littérature, n'est-ce pas? Euh, je regarde le cas du monde arabe, n'est-ce pas? Au fond, cela exprime une activité culturelle, de bonne société, de gens de bonne compagnie, à partir de l'idée d'inviter dans le monde arabe. En Chine, c'est enfin, statut lettré, n'est-ce pas? Et donc, il y a eu, pour la Chine, c'est emprunt, fin 19e, début 20e, création d'un mouvement littéraire, ou la révolution littéraire, n'est-ce pas? Wen Shui qui ben, voilà, prend le terme européen et le labellise. Donc, il est labellisé aujourd'hui comme un terme mondialisé qui va de soi, alors qu'il procède d'une histoire étrange, singulière, n'est-ce pas, qui est celle de cette gestation lente qu'on connaît en Europe. Donc, je me suis interrogé sur comment pense le roman, sur le mode du pensif, et d'abord en revenant à Descartes, parce que quand même c'est lui le je pense, hein. Mais je trouve que ce qui est fort chez Descartes, c'est que avant ce je pense, plutôt lié à ce je pense du cogito, je pense, le sujet pensant, il dit ceci, on passe peut-être trop vite, quand il dit, mais qu'est-ce donc que je suis? Une chose qui pense. On lui a beaucoup reproché ce mot chose, parce qu'il perd le sujet, justement. Une chose qui pense, c'est-à-dire une chose qui doute, on comprend, qui conçoit, qui affirme, qui veut, qui nie, qui veut, qui ne veut pas, qui imagine aussi et qui sent. C'est Descartes qui le dit, c'est pas. Et même dans la traduction, voilà, qui aime et qui est. Donc au fond, Descartes a l'idée d'un je pense beaucoup plus large que le je pense retenu comme je pense théorique, si vous voulez, ouvert comme ça si largement, qui imagine aussi et qui sent. Donc ce sujet cartésien, on pourrait le reprendre dans cette formulation très ouverte qui fait advenir ben, justement le- l'imagination et le senti. Donc peut-être qu'il faut revenir à ce penser-là, tel que Descartes l'évoque, qui imagine aussi et qui sent. Alors, effectivement, quand on lit un roman, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On est sujet qui imagine, qui sent, et qui veut que ça arrive, qui veut pas que ça arrive, qui nie. Enfin, on est ce sujet-là, on est ce sujet cartésien avant que. Alors, avec Patrick, on a une discussion là-dessus. Mais avant que il y ait peut-être une réduction sous la figure du je pense. Euh, et qui fait que peut-être qu'il y a une sorte de fécondité ou oui, de plénitude de ce verbe penser déjà en attente dans la pensée du sujet cartésien. Bon, en tout cas, de quoi est pensif le roman? Ben, je le dis du vivre. Je crois que c'est la question qui se pose. On ouvre un roman, qu'est-ce qui se passe? Il y a, je dirais, une matrice, il n'y a pas des règles. Ce qui fait que le roman a eu tant de mal à se faire reconnaître, c'est qu'il y avait des règles pour la comédie, la tragédie, il y a des règles pour tout. Il y a bien sûr la poésie. Pour moi, il n'y a pas de règles. On fait ça comme on veut. Ah oui, mais il faut une condition, c'est qu'il y ait, j'appelle une matrice. C'est-à-dire une mise en place de quelque chose qui est le rapport du sujet et du monde. Il faut qu'il y ait ça, n'est-ce pas? Un élément de vis-à-vis du sujet et du monde. Et cette question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait de la vie? On prend les personnages comme ça dans la jeunesse, puis voilà, comment ça se passe la vie? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que vivre? Quels sont les possibles de vivre qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas? Donc je crois que le roman, c'est quand même cette machine-là, n'est-ce pas? Alors j'ai proposé deux termes pour prendre ça en charge. L'idée de matrice. La matrice, au fond, vous savez, c'est on parle de matrice d'engendrement, n'est-ce pas? Entre un moi et un monde, quelle initiative les sujets ont-ils dans ce monde? Et quelle histoire ça fait? Matrice entendant comme une structure simplifiée dont on peut faire derrière des termes. Et là, évidemment, je pense à Husserl, ce qu'il appelle les variations eidétiques. C'est-à-dire, au fond, vous savez, quand Balzac, si je prends un exemple, mais que j'invente, c'est pas Husserl qui le dit,
euh, quand il écrit Le Lys dans la vallée, mais Balzac le dit dans sa préface, il a décrit, enfin, il décrit, c'est pas mon thème, il a mis en scène euh, des femmes qui étaient plus ou moins vertueuses. Et il va essayer de produire une femme vraiment vertueuse, Madame de Morceau, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est une variation. Et qu'est-ce que ça peut être une femme qui soit pleinement vertueuse, même si elle est toujours au bord de tomber dans son amour pour Félix? Donc, je crois que le roman, effectivement, c'est bien ça. C'est une sorte de machine à variation pour explorer les possibles de la vie. n'est-ce pas. Tout roman, je crois, fait ça. Il déplie, il montre comment un personnage, ça c'est l'ordre du dispositif, eh bien, rencontre la vie, comment ça se passe avec la vie, comment elle aboutit à quoi, enfin bon. Et c'est pas seulement le roman, comme on dit, d'apprentissage, mais disons, on prenne tous les grands romanciers, je crois, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vivre ne se laissant pas saisir comme objet, de façon déterminée, par un logos, ben, c'est la littérature qui le prend en charge. Oui, je vais essayer une chose quand même qui est, si on distingue les deux, littérature et philosophie, reprenons la phrase scolastique, quand il est dit la science, en fait c'est la philosophie quand on dit la science dans ce contexte-là, la science ben, parle du général, euh, et l'existence est l'affaire des singuliers. Il me semble que que la philosophie a laissé tomber ben, le singulier de l'expérience, de l'existence, et c'est cela que la littérature vient récupérer. Elle récupère ce que la philosophie a laissé tomber. Elle le récupère, mais autrement, en pensant autrement, sur le mode, je crois, du pensif. Bon, je vais encore aller un peu plus vite, simplement pour dire une chose, quand je lis un roman, je me dis maintenant, quels critères ai-je pour dire si c'est un bon roman ou pas un bon roman? J'ai entendu à la radio il n'y a pas longtemps, enfin si, c'était au moment de Monte Cristo, vous savez le film. Et alors, il y avait un prof de fac, je ne sais pas d'où, et puis le journaliste, et le journaliste lui dit quand même, c'est scandaleux, Dumas n'a jamais été à l'agrégation, alors que Balzac l'a été 50 fois, donc il faut mettre Dumas à l'agrégation, le comte de Monte Cristo à l'agrégation. Oui, mais il n'y a pas de pensivité dans le conte de Monte Cristo. C'est bien fait. C'est bien fait. On va jusqu'à la dernière page. On a vraiment envie de voir comment ça finit. Mais quand vous avez fini le conte de Monte Cristo, vous avez l'esprit libre. Vous ne pensez pas après. C'est fait. C'est fait. C'est consommé. C'est consommé. Alors que quand vous finissez Eugénie Grandet, ah non, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc je classe les romans selon que quand j'ai fini de le lire, c'est fini ou pas fini. Et donc, je déconseille de mettre Monte Cristo au programme de l'agrégation de lettres, parce qu'on va s'ennuyer pendant une année entière, parce qu'il n'y a rien à dire. Le texte, c'est bien comme tel. Donc, je pense qu'on a eu cette année, vous savez, j'aime pas cette façon de forcer la vente, mais il y a ces petits livres, vous savez, chaque année, c'est un été avec. Cette année, c'est un été avec Dumas, bien sûr. Hein. Il y a eu un été avec Jean Kalievitch, il y a eu un été avec Pascal, avec Montaigne, c'était quand même Valérie, enfin bon, un été avec Dumas. Bon, non, parce que j'aime pas que les journalistes se mêlent de choses qu'ils n'ont pas commencé à comprendre un tout petit peu. Bon, donc, la poésie, je vais très vite, hein. Mais la poésie, d'abord, je dirais, le roman explore, la poésie capte. Explorer et capter, c'est pas pareil. Mais souvenez-vous qu'à l'époque de l'Athénéum, on lisait aussi bien en Allemagne, la poésie ou le roman. Donc il y a bien disons, une connivence entre les deux, puisqu'on a pu dire aussi bien l'un que l'autre, poésie ou roman, pour dire cette chose nouvelle qui naissait sous le titre de littérature. Donc, le roman explore quoi? Les possibles de la vie, explore vivre. Le roman capte une émotion, il capte. Alors, une chose que je voulais dire, parce que pour moi, c'est aussi alors, ben, tous mes traumas d'écolier, sous le titre de poésie, on met deux choses totalement qui n'ont rien à voir. La versification et la poésie. Ça n'a rien à voir. Ou plutôt, l'un est semblant de l'autre. L'un est le postiche. Pas. Quelqu'un qui a dit magnifiquement, c'est Rimbaud, la fameuse lettre au voyant, qui est parfaite, quand il dit de la Grèce au mouvement romantique, ah bah oui, c'est bien le romantisme,
Moyen Âge. Oh, il est long son Moyen Âge, hein. Il y a des lettrés, des versificateurs. Ce n'est que prose rimée. Ben oui, ce n'est que prose rimée. C'est pas de la poésie. Prose rimée. Oui, alors cette lettre du voyant, il faut la lire et la relire, parce qu'il dit ce qu'il y a la pensivité quand il dit notamment de la pensée accrochant la pensée et tirant. De la pensée accrochant, de la pensée, pas la pensée, de la pensée, accrochant la pensée et tirant. Voilà. Là, le Nardaglish, il est là, n'est-ce pas? Donc oui, surtout, c'est surtout vrai pour la France. Je veux dire, on a mis sous le titre poésie, qui n'était absolument pas poétique. Prenez le Pléiade de Voltaire, poésie, mais rien de poétique dedans, mais pas un soupçon de poésie, hein. Il fait des vers. Oui, la regarde, oui, il fait des vers. Donc, et Richelieu comptant bon, vous savez, c'est pour ses alexandrins, sur ses doigts, bien sûr. On a tous fait ça à l'école quand on disait de faire un poème. Voilà, c'est pas de la poésie. Non, je dis ça parce que par exemple, l'Allemagne n'a pas tout ce problème-là. Nous, on a parlé en français où les versificateurs se faisaient passer pour poètes. Donc, ben oui, grand tournant, c'est la poésie romantique en France. Alors, Racine, euh, limite, hein. Mais Chénier, ça commence à Chénier, puis le romantisme, bien sûr, Lamartine, et comme dit Rimbaud, Baudelaire, Dieu de la poésie. Ah oui, il y a Baudelaire, Dieu de la poésie. Ah, c'est de la poésie vraiment, y compris les petits poèmes en prose. Petits poèmes en prose, mais ça, c'est de la poésie. Bref. euh, donc, voilà, j'ai essayé de. Alors, c'est vrai que pas l'été dernier, l'été d'avant, j'ai relu Baudelaire en me rendant compte à quel point je ne l'avais pas lu. Ah oui. Je me suis. Alors, pourtant, je croyais le connaître un peu. Non, il y a une immensité de pensivité chez Baudelaire. Notamment, vous voyez, la pensivité de après la satisfaction du désir, après l'orgasme, d'accord. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui reste en suspens, euh, qui est donc il n'y a plus disons, le mouvement, la puissance du désir, cette sorte de retombée comme l'image ici, n'est-ce pas? Cette sorte de chose qui s'évade, qui s'évase, qui devient cette sorte de vague, n'est-ce pas? Qui retombe. Bon, je vous achète Baudelaire sublime. Bon, bref, j'ai essayé de lire quelques poèmes de Baudelaire de cette façon, euh, pour essayer donc de penser, je vais s'appeler le volume pensif du poème. Par exemple, la rime ne fait pas du poème, mais l'assonance, oui. L'assonance, vous voyez, implique une sorte de récurrence qui fait que eh bien, quelque chose reste prégnant dans la formulation, enfin, dans la formulation n'est pas bon, mais disons. euh, et bon, je vais encore plus vite. Pour revenir à une opposition, essayer de mettre plus précisément en place ce rapport du pensant et du pensif, qui est deux modes d'universel. L'universel de la philosophie, qui est l'universel du concept, on le connaît bien celui-là. Et quel est l'universel de la littérature? Ah, Alors, pour du côté philosophie, philosophie a raconté cette histoire, n'est-ce pas? Le fait que faire de la philosophie, c'est passer au concept, passer à l'universel du concept. Bon, on le connaît, n'est-ce pas? Une belle chose, non, le beau. Bon, des belles choses au beau, on est passé au concept, et le concept est à vocation d'universel. Ça, c'est la philosophie. Est-ce qu'il n'y a pas un universel tout autre du côté de la littérature? Ben, j'ai essayé de le prendre en charge sous le titre de l'intime. Vous savez que c'est un de mes termes, hein, que j'ai essayé de porter au concept, parce qu'intime me paraît un terme infiniment riche. Pourquoi? Parce que ça, c'est un superlatif. Une touche dedans, intérieur plus dedans, l'intériorité, ça ne m'intéresse pas. Intime, le plus dedans, le dedans du dedans. Donc un superlatif, intimus, et ce fait que dans le mot même d'intime se croisent deux choses qui sont d'une part l'intime dit le plus dedans du dedans. Quand je dis mon intime conviction, mon sentiment intime, mon intime conviction, je ne peux pas la justifier. Parce que justement, c'est en amont d'une justification ou d'une explication. Et en même temps, je dis je suis intime avec toi.
Donc intime dit à la fois le plus profond du profond et le partage. Le partage en profondeur. Je suis intime avec toi, nous sommes intimes. Donc voilà, j'ai essayé de faire travailler ce concept d'intime pour essayer de prendre en charge l'universel de la littérature, qui n'a rien à voir avec l'universel de la philosophie, qui n'a rien à voir, qui n'a rien à voir au sens, ça n'a pas à voir du tout. C'est un autre mode d'universel. Alors, l'universel absolu de la philosophie, bon, ça c'est le béaba de la philosophie. C'est avec les Grecs ont commencé à vouloir penser le tout des choses, to olon, et puis ils sont disputés sur qu'est-ce que c'est que ce tout, l'eau, l'air, etc., l'infini, bon, bref. Donc, penser selon le tout, kat olu, comme on dit catholique, n'est-ce pas? Selon le tout, bah, c'est le concept. Et c'est en tout cas comme ça que Aristote raconte l'affaire. Et donc là, il y a, de même que le mot philosophie est institué depuis le début de la philosophie, de même le concept comme étant son outil. Donc, la philosophie, en pensant l'universel du concept, a laissé tomber le singulier de l'expérience, le ekastos, comme on dit en grec. C'est dit, donc la science s'occupe des universels, l'existence et des singuliers. J'aime beaucoup cette formule. La science porte sur les universels, des universalibus. L'existence, elle est faite au génitif des singuliers. D'un côté, le discours, la science parle sur, de l'autre, et je dirais c'est la littérature qui vient récupérer ce singulier laissé tomber par la philosophie du point de vue de l'existence. Existentia est singularium. Alors évidemment, on a en tête ce qui a été la révolte du 19e siècle contre cet universel de la philosophie. Pensez à Kierkegaard, à Nietzsche, n'est-ce pas? L'individu. Donc l'idée, ce qui me paraît l'idée forte de la littérature, c'est que la littérature nous dit non, le singulier ne se dépasse pas. L'idée facile de la philosophie, c'est que je vais dépasser le singulier pour accéder à une forme conceptuelle de l'universel. Non, la philosophie est têtue, la littérature est têtue, elle dit non, non. Le singulier, c'est le singulier, ça ne se dépasse pas. Et c'est de ça qu'il faut prendre en charge, qui est peut-être le plus difficile à prendre en charge par la pensée, ce singulier irréductible. Alors, universel que j'ai essayé de nommer intime, parce qu'on sait bien qu'au fond, nous partageons tous intimement ce que nous raconte un roman. Euh, Anna Karénine qui se jette sous les roues du train, ça nous touche tous. Mais c'est pas nous, chacun, c'est en amont de nous-mêmes. On est tous touchés par cette chose qui est décrite, ou quand Julien Sorel tire sur Anne de Rênal, n'est-ce pas? Ça nous touche en amont de nous-mêmes. Et la notion que je voulais faire apparaître, c'est... Alors, une chose que j'avais essayé déjà de tramer un peu précédemment, qui est la question qui est marquante au début du XXe siècle en philosophie, qui est comment une conscience se rapporte à une autre conscience. Et qu'est-ce qui me prouve que vous avez une conscience? J'en suis pas sûr. En tout cas, c'est ce que dit Freud, c'est ce que dit Husserl, c'est ce que dit Bergson. Vous voyez, donc je suis pas tout seul. Qu'est-ce que nous dit Freud? Il nous dit, c'est par analogie, per analogiam, que je pense que vous avez une conscience. Mais je n'avais pas d'intuition. Husserl dit la même chose. Bergson nous dit, qui vous prouve que je ne suis pas un automate? Rien. Donc, c'est une question qui a agité la philosophie au début du XXe siècle, pas les moindres, même Freud, Husserl, Bergson, enfin. Et je crois qu'il faut, justement, alors moi, ma réponse était toute simple, si je puis dire, c'est de dire, ben, justement, l'intime est une expérience où on a l'intuition d'un partage avec l'autre en amont de nos individualités. Prenez la main du malade, ce geste intime est un geste qui évoque quelque chose, oui, dans amont, en avant, avant l'individu particulier. Là, il y a une notion que j'ai trouvée précieuse, que je prends chez Sartre, mais qui a été reprise par Deleuze, qui a été cette pensée de ce que Sartre appelle le champ transcendant. Alors, d'abord, ça fait un peu philosophique et un peu jargonnant, mais il faut le champ transcendantal impersonnel. La formule est décisive, c'est dans la transcendance de l'ego. Donc, le premier grand texte philosophique de Sartre, bon, mais où Sartre devient Sartre, n'est-ce pas? Donc, ce champ transcendantal impersonnel. Ce qui m'importe, c'est le transcendantal. Parce que transcendantal signifie en amont l'expérience. Donc, il y a un champ entre nous
en amont de notre expérience individuelle, transcendantale, impersonnelle. Donc en amont des personnes. Et c'est ce champ transcendantal, impersonnel, excusez-moi du jargon, mais transcendantal, c'est un terme décisif en philosophie, parce que ce n'est pas transcendant, c'est transcendantal. Donc c'est par rapport à l'expérience, et ce qui est en amont de l'expérience. Donc c'est bien d'un universel, non pas de généralité ou de banalité, mais un universel de nécessité. Il y a en amont de nos expériences individuelles un champ, comme ça, impersonnel et transcendantal, parce que je vous dis, c'est en amont de, voilà, de l'expérience proprement dite. Je trouve que cette notion est intéressante. Ce n'est pas pour rien que Deleuze l'a reprise. C'est une notion, au fond, qui, me semble-t-il, peut nous aider à penser quel est cet amont. Parce que intersubjectivité, transsubjectivité ne suffira pas. Pour montrer que c'est en amont de l'expérience. Et donc, c'est effectivement universel, non pas au sens universel faible de généralité ou de banalité, mais au sens fort de nécessité. On ne peut pas ne pas éprouver une émotion au récit d'Anna Karénine. Et si on ne l'éprouve pas, je répondrai comme Aristote, parce qu'on n'est plus humain. Mais il y a un universel de l'humain. Et c'est cet universel de l'humain, donc, qui m'émeut nécessairement, qui nous émeut tous nécessairement en amont de nos vies individuelles, n'est-ce pas? Qui est, je crois. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que je suis fatigué de lire dans les manuels, n'est-ce pas, nature humaine. Bon, non, il n'y a pas de nature humaine. Où on dit, on parle de sincérité de l'écrivain. Moi, je me souviens quand j'étais encore collégien, vous voyez, ça me travaille. La garde des Mystères pour Manon de Sévigné disait la sincérité du sentiment de la nature chez Madame de Sévigné. J'ai toujours trouvé ça fabuleux. Parce que la littérature n'est pas sincère. La littérature, c'est un jeu de. C'est jouer avec des signes. Donc pourquoi créditer Madame Sévigné d'une sincérité du sentiment de la nature? Non. Mais je pense qu'il y a un universel donc propre à la littérature peut nous débarrasser de cette, je dirais un peu ces notions faibles qui embarrassent l'enseignement de la littérature en France, qui est nature humaine, qui est sensibilité, qui est sincérité, enfin du psychologique. Je préfère dire universel intime face à universel abstrait. Je pense qu'il y a un universel intime de la littérature. Bon, je vais encore plus vite. Euh, non, l'affaire est longue, hein. Le livre est petit, mais le sujet, il est massif, n'est-ce pas? Parce que non, parce que est-ce qu'on accepte encore cette idée que la littérature est une sorte de sous-pensée, pas vraiment philosophique, parce que pas conceptuelle. Et donc, on se dit, alors, vous voyez, il y a un livre que j'aime bien la personne, hein, mais enfin, un philosophe qui était important à l'époque, vous voyez, Pierre Macheret, je ne sais pas si vous voyez, il a écrit un livre sur euh, quoi pense la littérature, hein. Ben, je trouve les analyses sont bonnes, enfin, puis il y a lu plein de choses que je n'ai pas lues. Et moi, j'ai le sentiment que c'est toujours l'idée que la littérature, l'alchimie du verbe, la littérature illustre, l'effet qu'on veut croiser littérature et philosophie comme si elles s'épaulaient l'une l'autre, comme si c'était au fond les deux faces de la même histoire, etc. Non, non, il y a une vocation propre de la littérature qui a mis 2 millénaires à trouver son nom, mais au moins, pensons-là. Alors, ma question, au fond, parce que c'est une question que je me pose dans mon travail, qui est cette affaire de penser vivre. Et depuis quelques années déjà, c'est ce qui va donc être publié chez Bouquin sous le titre Penser ER, vivre, de me dire, mais comment peut-on penser vivre? Est-ce qu'on ne peut le faire que par la littérature? Ah, dont acte, philosophie. Ou est-ce qu'on peut essayer de penser philosophiquement, c'est-à-dire conceptuellement, vivre? Et c'est le travail que j'ai essayé de faire dans toutes les années précédentes autour de l'inouï, de l'incommensurable, de la vraie vie, de la seconde vie, de l'intime, n'est-ce pas? Essayer d'élaborer des concepts du vivre. Donc des concepts ne sont pas des concepts de connaissance, comme c'est l'évocation facile de la philosophie, mais des concepts que j'appellerais des condensateurs d'expérience. Pas seulement des abstracteurs, mais des condensateurs d'expérience ou des intensificateurs d'expérience. C'est pas. Pour moi, l'inouï, c'est un concept qui intensifie l'expérience. C'est pas un abstracteur. Donc, des modes de conceptualisation. Alors là aussi, j'ai une discussion avec le grand texte de Deleuze, Qu'est-ce que la philosophie? Deleuze nous dit qu'il faut aller le plus vite possible au concept. C'est le fameux plan d'immanence, les concepts. Moi, je dirais non, il faut y aller lentement au concept. Il faut porter au concept, ça prend du temps.
pour ne pas laisser tomber le singulier, ne pas laisser tomber l'ambiguïté, ne pas tout ça. Donc, si on veut, euh, et je crois que c'est au fond, bon, bref, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail précédent, et de me dire au fond, mais comment la philosophie pourrait-elle tirer parti de la littérature pour faire ça? Vous savez qu'il y a une formule qui ouvre un peu la philosophie du XXe siècle, c'est la fameuse formule de Husserl, reprise par Merleau-Ponty, reprise par tout le monde, quand Husserl dit, alors juste Merleau-Ponty là, Husserl l'avait compris, notre problème philosophique est d'ouvrir le concept sans le détruire. Ouvrir le concept sans le détruire. L'ouvrir pour l'ouvrir justement à tout ce qui a laissé tomber, sans le détruire, qui soit encore un concept, et pas un truc comme ça branlant dessous. Donc, c'est la question, ouvrir le concept sans le détruire. Et il me semble que si on veut penser vivre philosophiquement, donc conceptuellement, c'est à cela qu'on est conduit. Donc, ça signifie un concept qui, au lieu de verser d'emblée dans la généralité, garde ce que le concept traditionnellement a laissé tomber. J'appelais notamment garder le petit. Je pense au petit d'Adorno, les minima moralia, n'est-ce pas? Et l'expression de Proust quand il dit c'est sous de petites choses que la réalité est contenue. Ce petit des petites choses. Mais oui, il faut le garder. Il ne faut pas le subsumer, comme on dit par la philosophie, par le concept, donc le laisser tomber. Il faut comment garder ce petit des minima, minima moralia, minima, euh, sans le délaisser. Ce minime. Ouvrir le concept donc au minime, ouvrir le concept à l'ambigu. J'avais fait une distinction, j'allais dire jadis, entre équivoque et ambigu. L'équivoque, il faut la chasser. L'ambigu, il faut l'explorer. Et c'est le grand tournant de la modernité, à mon sens, que de penser l'ambigu. L'ambigu, c'est-à-dire que, comme on dit, une victoire ambiguë, une victoire défaite, on n'en sait rien. Et celui qui a le plus promu cette pensée de l'ambiguïté pour la modernité, c'est Nietzsche, n'est-ce pas? Quand il dit que le bien et le mal sont apparentés, voire essentiellement ensemble, wesentlich. Donc le bien et le mal, au lieu d'être des oppositions figées l'un par rapport à l'autre, des contraires, mais non. Quel est cet apparentement du bien et du mal, le problème de l'hygiène morale, qui est qu'ils sont même wesengleich, n'est-ce pas, qu'ils sont identiques foncièrement. Donc l'ambigu, ce n'est pas une chose qu'on peut comme ça laisser tomber. Et la contradiction. Comment donc, alors que, si je vous cite Kant, ça sera la seule fois, Kant nous dit tout concept est soumis au concept de déterminabilité, ce que j'ai dit au début, le logo détermine, à savoir que de deux prédicats contradictoirement opposés, un seul peut lui convenir, principe qui repose lui-même sur le principe de contradiction. Bon, là, c'est la philosophie, boum, n'est-ce pas? Le concept dans sa vertu de non-contradiction. Alors justement, essayez de faire entrer la contradiction dans le concept. C'est ce que j'essaye notamment, enfin personnellement, c'est mon travail, à propos de l'intime ou à propos de l'incommensurable. Donc, de ouvrir le concept, ça serait ça. C'est pas, en tout cas, dans le chemin que j'essaie d'ouvrir. Et donc, penser un concept qui ne soit pas une forme d'abstraction, mais qui soit un incitateur, un condensateur d'expérience. D'où ce que j'ai chez Bouquin il y a 2 heures, concept à vivre, pour vivre. Il y a une chose enfin dont je voulais me débarrasser un peu, c'est cette idée que, là aussi, qu'on m'a mise en tête quand j'étais collégien, qui est que en philosophie, on écrit comme on veut. Ça compte pas. Bon. Écrire, c'est la vocation de la littérature. Mais non, la philosophie s'écrit. J'irais d'une part, la littérature pense pleinement sur le mode du pensif, et la philosophie s'écrit pleinement. J'ai signalé quand même, je ne sais plus où, mais si vous ouvrez le Petit Robert, vous cherchez les noms d'auteurs qui sont cités, vous ne trouvez ni Derrida, ni Deleuze, ni tout ça, n'est-ce pas? Alors vous trouvez plein de monde, hein. Donc, que n'ait pas été reconnu par le Robert que les philosophes français les plus considérables étaient de grands écrivains. Ils écrivaient. Ils écrivaient la philosophie. Oui, Derrida, Deleuze, enfin tous. Pour une fois, on peut les mettre en communion. Alors Foucault, je ne sais pas s'il n'y est pas un peu. Parce qu'il entre par la bande, Foucault, n'est-ce pas? Mais Derrida, Deleuze, non, pas question, alors qu'il y a Déroulède et qu'il y a enfin tous les dés qui sont là-dedans. Je vous en cite. Je vous les laisse de côté. Non, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut là démonter. Donc, la littérature pense pleinement,
sur le mode du pensif, sa pensée propre. Là, la philosophie s'écrit. Et alors, évidemment, je m'en prends à Heidegger, parce qu'il a écrit un texte particulièrement sur la question, euh, quand il dit que en s'écrivant, la pensée s'est perdue. Tout le grand mythe de Socrate, qui n'avait pas écrit. Et il nous dit ceci, que Socrate incarne la pensée pure de l'Occident, Reinste Denken, la pensée la plus pure de l'Occident. Occident, j'aime pas ça. Pur, c'est un mot douteux, surtout chez Heidegger. Mais, et donc, la philosophie s'est abîmée dès lors qu'elle a été écrite, vieille chose platonicienne, mais qui le reprend, parce qu'elle sait, alors la formule d'Heidegger est quand même drôle, hein. Les philosophes seraient sortis de la pensée en commençant à écrire. Je crois absolument l'inverse. Je crois que c'est en, en train d'écrire que la pensée se forge, se mûrit, alors que Socrate n'est pas écrit, on n'en sait rien, il a lu en tout cas. Il a lu Anaxagore, il le dit. Il a lu, et puis cette façon de faire jouer comme ça une sorte d'aurore de la philosophie qui serait pure, qui serait la pure pensée parce qu'elle n'est pas écrite, non. Je veux dire, je sais bien que quand on veut philosopher, on prend un papier, un crayon et on commence à écrire. Et c'est en écrivant que ça se trame. Donc je ne crois pas à ça. Et alors j'avais déjà proposé cette idée qu'au fond, qu'est-ce que... Il n'y a pas, je crois, de style du philosophe. Écriture est un terme, le terme barthésien ne me paraît pas convenir. Je parlais de la phrase. Il y a une phrase des philosophes. Il y a une phrase de Platon, il y a une phrase d'Aristote. Et tous les grands philosophes, vous les laissez à leur phrase. Une phrase de Merleau-Ponty. Donc la phrase, qu'est-ce que c'est que cette chose qui se trame d'un point à un point, qui met en chantier la pensée, qui l'évoque, qui la fait muter, etc., qui aboutit sans aboutir, enfin bref, une phrase. En tout cas, ce qui me paraît faire que le philosophe écrit, c'est que il écrit en langue contre la langue. En langue parce que un philosophe, c'est dire un sage peut ne pas écrire, ne pas parler. Confucius l'a dit 100 fois. Un philosophe, il parle. Il y a un logos du philosophe, sinon c'est pas un philosophe. Encore il y a un sage, tout ce que vous voulez, mais donc la philosophie est liée viscéralement au logos et en même temps, donc, elle est dans la langue. On pense en langue, mais si on pense vraiment, on pense en langue contre la langue. On ne cesse de se révolter contre ce que la langue nous fait penser malgré nous, de ce qui se trouve déjà pensé dans la langue, dans ce nous en amont du je pense, ce nous qui parle la langue. Et donc, philosopher, je crois que c'est penser en langue contre la langue, donc en dépliant ce que la langue a plié, de façon à le penser à nouveau frais. Merci.